cas très heureux de pouvoir vous présenter ce film rare avec ce support-là, ce soir. Et c'est un événement que nous accueillons en partenariat avec plein de partenaires, notamment évidemment le Festival international du film d'Amiens, la classe d'électroacoustique du Conservatoire rayonnement régional, l'Université de Picardie Jules Verne, et j'en oublie parce qu'il faut aussi citer la briqueterie, etc. Je compte sur toi, Marie-France, pour citer les partenaires que j'aurais oubliés. Et je te passe la parole pour présenter notre invité de ce soir, nos invités. Merci beaucoup Boris, merci pour cette belle soirée ensemble. Et effectivement, c'est une grande joie de pouvoir montrer un film en 35 mm et surtout de pouvoir apporter un éclairage aussi à la figure d'Ahmed Bonani, grand cinéaste marocain trop méconnu. Et je remercie beaucoup André Dion et Touda Bonani de nous avoir tendu la main et proposé de faire ensemble ces événements. Je ne vais pas en dire plus et je vais laisser la parole à André et Touda pour parler du film et apporter quelques éclairages, quelques clés aussi de lecture. Enfin, voilà. Merci pour votre présence à tous les deux. Merci. En haut, c'est bien. En haut, c'est bien. Il y a des capteurs en bas. C'est ça. Eh bien, si on peut partir justement sur la question de la copie. Donc vous dites que c'est une très bonne copie. C'est une copie triacétate, donc un support qui ne se faisait plus par la suite, dont, disons, la pellicule porte des traces, des écritures de peut-être la cinémathèque de Rabat, quelque chose comme ça. Alors en fait, donc il y a eu deux copies de ce film sous-titré en français. Une qui est sortie donc en 80, au moment où le film est sorti. C'est celle que vous avez, qui a été diffusée à Vitel. Au Festival du cinéma méditerranéen. C'est ça. Il y a 40 ans. C'est ça. Yes. Et cette copie, en fait, elle n'est jamais revenue. Enfin, elle a disparu. Et du coup, ce film n'avait plus de copie sous-titrée en français. Parce que c'était la seule copie qui avait de sous-titré. Donc le film ne pouvait être vu que dans sa copie en marocain. Et du coup, elle ne pouvait pas être visible en dehors du Maroc. Et ce n'est qu'en 2008 qu'il y a eu une nouvelle copie du film sous-titré en français. Voilà, donc je pense que ça doit être celle-là, à moins que ce soit l'ancienne. Celle de 81, voilà. Donc c'est un film. Elle semble être tirée au Maroc en tout cas. Oui, ça en tout cas, oui. Elle a été faite au Maroc, oui. Au cinématographique marocain. C'est l'unique long métrage de Ahmed Bonani. Comme il dit dans un film qui a été réalisé par Ali Safi, où il parle du film, il dit, où il a eu beaucoup de difficultés pour le faire, il dit mais heureusement que je l'ai fait, parce que finalement c'est le seul que j'ai fait, j'en ai pas fait d'autres. Comment dire, donc j'ai parlé hier, mais tout le monde n'était pas là, donc de la production de films au Maroc qui a mis du temps à se mettre en route après la colonisation, puisque le centre cinématographique marocain a été créé en 1944 pendant le protectorat français, et ce n'est que dans les années 60 qu'il y a eu une génération de Marocains, dont mon père faisait partie, qui est parti étudier dans différents pays, soit à Paris en faisant l'IDEC, soit à Lodz aussi en Pologne ou à Moscou, parce que ces pays-là permettaient aussi des bourses. Et la plus grande partie de ces cinéastes sont retournés dans leur pays pour faire du cinéma. Seulement, c'était une entreprise très difficile parce que le but du centre cinématographique, c'était surtout les actualités, ou le documentaire, le reportage, mais assez peu la fiction. Donc,
Le premier film marocain, long métrage, date de 1970. Donc ce film date de 1979. C'est un des rares films d'ailleurs qui a été produit entièrement par le Centre cinématographique marocain, où mon père travaillait en tant que monteur. Et c'est un film dont il a écrit le scénario en 1970. Il a, avec trois autres personnes qui faisaient aussi du cinéma au Maroc, créé une société de production qui s'appelle Sigma 3 pour qu'ils puissent réaliser leurs films. Sauf qu'en fait, il n'y a eu qu'un seul film qui a été réalisé, qui s'appelle Le Chemin. Et ensuite, mon père a dû attendre 10 ans pour réaliser ce film, qui s'appelait donc au départ Des dollars pour Mohamed, ou Pas de dollars pour Mohamed. Et le titre avait été censuré parce qu'on avait peur que ça fasse référence au prophète. Et ce film, André Dion, il a travaillé pour la construction et fabrication de la musique du film un an avant, à Tarbes, où nous étions partis avec mes parents. C'était l'été. Sans doute. Oui. Et où vous avez travaillé sur la musique. Je te laisse. Tu veux que j'en parle maintenant? Ah, tu voulais en parler après? Je sais pas. Comme tu veux. C'est l'idée de ce soir. Tu veux qu'on parle avant, puis le film? Ou... Oui, un peu quand même. Peut-être donner quelques clés de compréhension Oui, moi j'avertis le public humblement. J'étais jeune à l'époque, enfin 78, j'avais quand même 31 ans, déjà. Et donc, si vous voulez, moi, non, j'ai dit 31 ans, oui, je suis vieux maintenant, 21 ans. Ah Oui, c'est... Oui. Faut que je compte. Je vais compter tout à l'heure. Oui. Bref, j'étais jeune. Et ce film, nous avons fait la musique sur la demande de Ahmed Bonani. Mais nous étions un groupe de rock progressif. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais on était catalogués comme ça. On avait des guitares, des claviers, des bidules, quoi. Et on faisait la musique sans y penser, on ne se connaît pas la tête. On était pyrénéens tous, dans les Pyrénées. Et il se trouve qu'un de nos amis était un grand ami d'Ahmed Bonani. Et un jour, il vient nous voir et me dit « Ah, il y a un réalisateur qui souhaite une musique de vous. L'idée, c'est juste un pauvre gars du Maroc qui trouve des dollars dans un sac de farine. Point barre. » Et nous, on est partis. La joie, la tristesse de se retrouver avec ce pognon et de ne pas pouvoir l'échanger contre des dirhams, parce que c'était des dollars, malheureusement, pour lui. Enfin bref, toute une histoire, mais on ne savait pas du tout ce dont parlait le film. On l'a fait en tant que jeune, sans trop y penser. Donc, un jour, on apprend qu'il est programmé à Vittel, au Festival du cinéma méditerranéen. Et là, on fait tout le trajet, traverser la France, et on voit pour la première fois le film. Et je vous avoue donc, accrochez-vous, parce que j'ai rien compris. J'ai rien compris parce que je crois, maintenant, avec 40 ans de recul, que j'ai enfin réussi à comprendre, c'est que, en fait, Ahmed parle de choses extrêmement enracinées, qui s'adressent plutôt à des gens marocains qui connaissent, mais dont il ne peut pas parler clairement parce que il y a d'un côté le protectorat, puis d'un côté le post-protectorat qui est pire peut-être que le protectorat, où il ne faut pas faire de vagues, etc. Il a fallu qu'il ouvre là-dedans pour exprimer ce qu'il voulait. Et pour moi, il m'a fallu prendre le dictionnaire, il m'a fallu plonger dans l'histoire du Maroc progressivement, et au bout de quelques années, j'ai compris pourquoi il citait telle chose, telle chose, telle chose. C'est passionnant. C'est toute l'histoire profonde du Maroc, avec les révoltes qui sourdent au
aussi bien à Kazakh, à Ouedzem, à différents endroits, qui font qu'à un moment donné, ils sont le protectorat français, nous, les Français, nous sommes obligés de remettre le roi du Maroc parce que tout partait en vrille, on va dire comme ça. Et lui, il parle de tout ça, mais discret. Vous allez voir le film, c'est pas du tout. Non, c'est à peine esquissé. Par contre, les Marocains repèrent ce dont il s'agit, alors que nous, on est un peu perdus. Donc, rien n'est gratuit là-dedans. Tout est discours philosophique, pensé, mais de cette histoire qui est en train de se faire, de cette mémoire que les Marocains ne veulent pas perdre, que le protectorat a coupé radicalement, et que tout un peuple essaie de garder discrètement le fil de sa mémoire, hein, pour pouvoir, en attendant que le protectorat s'en aille, renouer avec ses fils. Donc moi, j'ai vraiment mis 40 ans pour le comprendre, parce que je n'étais pas vigilant. Donc j'espère que vous le serez. Voilà. Alors, quant à la musique, j'ai été complètement surpris de l'intelligence du réalisateur. Moi, je prenais ma guitare et je faisais 3 notes comme ça, quoi, hein, sans plus, mais avec l'émotion d'un jeune. Et il chope ça, il met ça dans des moments de son film. J'ai découvert qu'on pouvait exprimer l'inexprimable par des notes de musique, avec évidemment ce contraste de l'image poignante. C'est vraiment un double discours. La musique en elle-même ne dit pas tout ça, mais l'assemblage très fort. Voilà, je ne peux pas en dire plus pour l'instant. On en reparle après. Oui. On en parle après. Pas que vous mettiez 40 ans à le comprendre, on pourra discuter ensuite. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. سي عباس كيف حالك مع الدنيا؟ حنا غادي نبقاو ديما بحال العام اللي جاي يصيبنا كيف كنا. احنا نتسناو الصيف، احنا نتمناو الشتاء، طول عمرنا حتى يسهل علينا مولانا. هاد الدنيا ما معطيها غير للنصارى. اش من نهار الفلوس تصب علينا حتى حنا، حتى نرجعو نشمرو في القبور. سعدات اللي مات وما شاف والو. زمان غريب وغريب، المرأة تخدم والراجل يشد الدباب، كل شي تفاعل عليه. قالوها الجدود. Je m'interrogeais en fait sur le fait de savoir si le film avait été censuré parce que c'est effectivement c'est très complexe. On voit ce que tu peux dire, André, c'est très hyperbolique. Et comme beaucoup le cinéma arabe globalement et africain en général, du coup je pense voir où il veut aller. Et il y a des éléments qui sont
incompatible avec le pouvoir, et donc pas du tout. Et donc je voulais savoir si il a été censuré et comment ça s'était passé avec le pouvoir. Bien, il n'a pas été censuré. Il a même été produit par le Centre cinématographique marocain. Mais comme je disais au début, donc cette copie sous-titrée, qui au départ était la seule sous-titrée en français, a fait un seul festival et après elle a disparu. Ils n'en ont jamais fait une autre. Et au Maroc, en fait, il avait eu beaucoup de succès quand il est sorti. Il était resté 5 semaines en salle. Bon, après, il était plus vu. Et il était passé, dans les années 90, il était passé à la télévision. Et là, par contre, ils avaient beaucoup coupé. Au point que déjà, le film, qui est quand même assez complexe, avec des coupures, a été un peu plus complexe à comprendre. Et tu te souviens de quel passage, quel passage avait été coupé justement dans la télévision? Bah, moi, j'avais envie de partager quelque chose. Je me dis, c'est vraiment un grand orateur, un grand conteur. Parce que quand j'avais vu le film il y a quelques temps, et là en le revoyant, je me suis dit, mais il est où l'âne en fait? Et en fait, avec le premier personnage, je me suis dit, ah mais c'est fou, parce que moi j'avais vraiment retenu cet âne dans le paysage, et en fait non, c'était juste la force du récit et la force de la voix du personnage, et je me suis dit qu'il était vraiment, qu'il était très fort. Et voilà, on en a parlé un peu hier, mais là on voit vraiment tout cet aspect de poète, de rêveur et d'artiste, de magicien aussi. Et il y a beaucoup de récits, beaucoup de poèmes, beaucoup de chansons, de contes, de fables qui s'entremêlent comme ça dans le film. Et j'avais peut-être un peu envie que tu nous en parles, comment il a construit l'écriture, où est-ce qu'il a puisé tout ça aussi. Voilà, c'est encore une fois très vaste, mais c'est parce que ça soulève tellement de questions et envie de décrypter, de tirer sur les fils. Voilà. Oui, alors c'est vraiment très vaste. Et en fait, pardon, pour répondre à ta question, peut-être plus précisément, le film n'a pas été censuré, mais il n'a plus jamais fait de film. Oui, voilà. Je pense que. Oui. Et puis après, il n'a plus eu les moyens de faire le film. Oui, c'est meilleur de Oui, tout à fait. Alors, oui, la sur question. la construction, peut-être du scénario, déjà, tout simplement. Poète et cinéaste. Oui. Le scénario, il avait écrit en français. Il avait d'ailleurs donné au départ à quelqu'un pour la traduction. Et en fait, la personne avait traduit un peu tous les personnages avec une même langue. Et bon, il n'était pas content et ma mère lui a dit enfin, mais de toute façon, tu connais bien l'arabe. Et puis tu sais ce que tu veux, donc fais-le toi-même. Bon, c'est vrai que ça, vous ne pouvez pas le percevoir, mais s'il y a des Marocains dans la salle, le niveau de la langue. Et il y a aussi d'ailleurs dans ce film le travail de ma mère qui a fait les costumes, les décors. C'est un travail commun. Bon, alors il y a aussi. Alors, au niveau référence, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, que ce soit la musique, la poésie avec Al-Majdoub, qui est un poète du XVIe siècle maghrébin. Les chansons aussi qui sont très au-delà de la musique, qui ont une place. Oui. D'abord, il y a le poète et chanteur Hossein Slaoui, qui était malheureusement mort jeune et qui est un troubadour, qui est d'ailleurs joué par son propre fils. Et
Il y a aussi un chanteur, la première chanson, c'est un chanteur algérien, qui était aussi acteur. Quand il y a le personnage d'Hervé, qui a le masque blanc et qui tombe à la fin. Ça. D'ailleurs, quand vous aviez travaillé la musique, quand vous étiez rencontrés, est-ce que mon père vous avait fait écouter les musiques qu'il avait choisies pour le film? Je ne me souviens pas. Tout ce que je sais, c'est que Ahmed me fait un shampoing avec de la cendre et de l'huile. Et voilà, c'est tout ce dont je me souviens. Et donc, si tu veux, moi j'étais franchement ailleurs. Et non, c'était. Par contre, le personnage de ton père était un poème à lui tout seul, tu vois. Moi, rien de particulier, aucune indication, non. Mais il puisait à pleine main dans les jeunes que nous étions, quoi, qui racontent la musique colle. Cela oui, tu vois, aussi, même plus tard que j'ai compris tout ça. Voilà. Pour moi, c'est Alibaba, tu vois, avec ma culture très moyenne des Pyrénées. Pour moi, je voyais ce type avec c'était le chocolat Yabo, tu vois, hein, des images simples comme ça. Donc je ne comprenais pas tout. Je pense qu'il y avait des poètes avec lui, comme Catala et d'autres. Eux comprenaient tout. Mais bon, ce qui est bien, c'est que chacun allait à sa manière. Et nous, il ne nous a jamais, à part juste cette misère têtue du personnage, Mohamed, dans laquelle je me reconnais spontanément. Et voilà, donc c'est des choses plus ou moins inconscientes et assez universelles, mais je ne me souviens pas qu'il y ait une quelconque indication, tu vois. Non, c'était, on riait, on buvait, on se faisait des shampoings. Je veux dire, voilà comment ça s'est passé. Lui, il savait où il allait, mais nous, on était. Vous avez improvisé, enfin, comment vous avez choisi les instruments, comment ça Bah, s'est passé? moi, par exemple, j'ai fait des guitares, donc guitare électrique, guitare classique, la guitare leitmotiv de la quête incessante. Bah, et puis la guitare électrique étant la violence, la rupture sociale. Mais c'est en voyant le film que j'ai compris ma musique. Voilà. Je pense que quand on est jeune, on est rebelle à toutes les autorités, donc ça a toujours existé, donc nous, on a puisé dans notre quête personnelle des choses que lui a récupérées, parce que c'est cela qui nous dit. Voilà, je ne sais pas quoi dire. Après, maintenant, par exemple, si je peux me permettre, il y a un moment donné où un personnage est couché dans le hammam, je ne sais pas comment ça s'appelle, avec des mosaïques, tu sais, sur les. Alors, de serrer les chevaux. Oui. Voilà. Et là, tout ce qui est cité, donc il y a 5 ans, même pas, 5 ans. Là, j'ai pris le dictionnaire, j'ai regardé l'histoire et j'ai appris que ce personnage a une hallucination, un rêve prémonitoire sur la révolte de Wenzhen, où toutes les tribus sont descendues sur la ville européenne et ont massacré tout le monde. Voilà. Ce sont les tribus qui sont citées par ce monsieur qui a un cauchemar à rêve. Et donc en fait, il cite très discrètement, mais tous les Marocains étaient au courant, enfin, nous les Européens, il cite très discrètement les étapes phares d'une chose impossible qui aurait été de se soumettre. C'est vraiment le gros thème de ce film, la soumission. La soumission par la religion, la soumission par le militaire. Et donc, cette hallucination dans ces dames, oui, c'est une clé que tous les Marocains connaissent, parce que c'est leur histoire. C'est comme si on parlait de Jean Moulin. Jean Moulin en France, c'est bon,
Alexandre Richard, mais tout le monde connaît. Je pense que là-bas, c'est pareil, il y a des choses qui doivent fonctionner tout de suite. Et moi, d'un temps français, j'ai rien compris. Bon, voilà. Donc en fait, heureusement que Ahmed savait où il allait, lui. Et puis que moi, je lâchais mon inconscient de musicien. Voilà. Est-ce qu'il y a une question? Après, on peut parler aussi de manière plus informelle de musique tout à l'heure. Moi, j'ai peut-être une question aussi, parce qu'on parle beaucoup de la fiction et de la poésie, etc., mais il y a aussi quelque chose de très fort dans son cinéma, c'est l'aspect un peu documentaire, qu'on a vu aussi dans ses courts-métrages, et là, on voit vraiment sa manière de filmer la ville, de filmer les visages, de filmer aussi le réel et de le citer, et en même temps, on retrouve aussi ce travail du son, où en fait, la menace vient du son, avec le train, les bottes, etc., comme on a pu voir dans les courts-métrages. Et voilà, je sais pas si tu peux nous parler un peu aussi de cette nécessité-là aussi chez lui de filmer ce qui l'entoure au-delà même de la fiction, du côté réel quoi, dans son travail. Est-ce qu'il en parlait Oui, non, mais... Celle-ci me laisse un peu quoi, mais je vais essayer de sortir de... On peut parler d'autre chose. Oui, non. Oui, en tout cas, comment dire, il y a un beau portrait de la culture marocaine à travers les différents personnages. Le personnage de Ali Benadi, l'artiste, qui d'ailleurs c'est assez terrible parce que c'est le personnage qui meurt, qui est un peu aussi à l'image de celui qui l'a fait ou des artistes. Après les autres, il y a le troubadour aussi qui est aussi très important. Il y a Mustapha Mounir qui est le charlatan, qui, avec toute cette superstition, et la voyante aussi, qui ont un pouvoir très fort. Et aussi la transe, qui est à la fin du film. Et d'ailleurs, cette scène, quand ils ont fait la scène, normalement, il était prévu que Lachmina sorte en même temps que Mohamed. C'était ça qui était prévu. Mais en fait, elle est vraiment entrée en transe. Il était impossible de la sortir. Du coup, il a quitté le champ tout seul. Ils ont eu beau attendre. Oui. Est-ce que tout est très écrit ou est-ce qu'il a laissé aussi un peu ses acteurs libres? Je sais pas aussi. Non, alors là par contre, c'est très oui. En fait, c'est-à-dire que à la maison, à la maison chez nous, donc dans cet appartement au 3e étage, on avait la terrasse en haut, qui était l'endroit où les costumes étaient essayés et pris en photo pour les tests. Et en fait, dans le salon, le soir, souvent, c'était la journée, le travail avec les acteurs sur les dialogues. Et en fait, tout est travaillé en amont avec les acteurs. Donc, sauf la scène de la transe. Et après, il y a aussi, il y a d'autres choses qui, pour des raisons aussi, par exemple, financières. Par exemple, la colonisation devait être plus présente à l'image, mais en fait, finalement, ça n'a pas été possible au niveau de moyens. Quoi d'autre? Finalement, le fait qu'elle soit présente de manière plus sourde et Oui, ça crée quelque chose de plus fort, en fait, d'un cauchemar comme ça qui est tout le temps là, qui guette comme
ça au coin des rues. Et d'ailleurs, pardon, le film est construit sur. Il y a deux parties en fait dans le film. Il y a la partie jusqu'à la scène où il mange la soupe. Et la scène où il mange la soupe et où il lui dit est-ce que moi je suis pas un être humain, est-ce que j'ai pas le droit de changer de vie, et donc tous les autres personnages qui se moquent de lui en lui disant un être humain. Et là en fait on passe vraiment à quelque chose qui est de l'ordre du cauchemar et de la situation en fait de tous ces personnages qui vivent à la limite de l'humanité. C'est quoi le nom en termes de genre pour être humain du coup? Ben Adam. Et c'est un nom. En fait, c'est composé, en marocain on dit Ben Adam parce qu'on raccourcit on saute les syllabes. C'est Bani Adam, c'est les humains, les enfants d'Adam. Voilà. Et en marocain on dit Ben Adam. Et c'est masculin, féminin du coup. Ça désigne Oui. le genre humain, quoi. Oui. Les matchs, quoi. Tout le monde. Oui, tout le monde, oui, les êtres humains. Du coup, pardon, j'ai trop en profite. Non, en revoyant le film, je me dis aussi qu'est-ce que c'est bien découpé. Enfin, je veux dire, il y a vraiment tout un rythme qui vient aussi sur la manière dont le découpage se fait. Et du coup, je me demandais voilà, comment il travaillait ça, comment ça se passe avec son chef-op, enfin, comment tout ça a été travaillé en amont, j'imagine aussi, est très précis. Et puis, j'avais une autre question sur ce côté justement film qui nous fait traverser plein d'aspects de la culture marocaine, et notamment par la musique. J'aurais bien aimé que vous entendiez un peu plus justement sur ce qu'on traverse justement musicalement, jusqu'à cette musique qui est justement très contemporaine, et surtout pour l'époque, j'imagine. Enfin voilà, peut-être si tu peux nous donner quelques indices de plus sur ce qui convoque au fur et à mesure du film. Merci. Franchement, la musique de Slaoui Houssine, vous la connaissez peut-être. Il l'a composée en 1942 quand les Américains sont arrivés. Et ça, c'est quelque chose que nous en France, on ne connaît pas trop. Et tous les Marocains connaissent cette chanson. Et je dirais que ça va jusqu'en Égypte. Tout le Maghreb a connu cette chanson. Donc c'est un patrimoine tellement fort, cette chanson. La seule réaction possible vis-à-vis d'un certain comportement américain en arrivant chez les barbares marocains, c'était de cette chanson pleine d'élégance et incroyable, quoi. Donc cette chanson, elle est vraiment structurante dans ce film, et elle revient, etc. Et ça, c'est hyper important, quoi. Je veux dire, dans le fait musical. Après, il y a aussi musique du gramophone, qui touche beaucoup, c'est hyper important ça aussi, donc cette espèce de reproduction sonore assez électrique comme son, avec un zigare, et les Français, le gramophone. Donc ça c'est quelque chose qui revient dans ce... Tu vois d'autres faits musicaux, toi, à part la musique proprement dite du film? Petite anecdote, moi j'ai dit que le nom du groupe c'était Sora, Oui. qui veut dire image. C'est Parce ça. que le groupe en français, comment s'appelle l'image? Oui. C'est marrant de le voir écrit en marocain. On me l'a converti. Oui. Oui, d'ailleurs, ça faisait partie d'une des premières choses Bon, dans le sous-titrage. c'est un plaisir, On aucun pensait problème. en fait que c'était la deuxième version, pas la première. Mais je trouve ça sympa. Oui. Directement sur là. Et c'est vrai que le son, la musique, c'est vraiment un matériau. Oui, c'est vrai qu'il suggère le chemin de fer, c'est vraiment la violence industrielle, quoi. Quand on sait tous les wagons tombés qui sont. Enfin voilà, le côté SNCF, si vous voulez, de la guerre, du social, Oui. c'est quand même dingue, quoi. On a fait de cette création. Et je trouve que lui, il amène ce bruit comme étant mieux qu'une image. Et aussi la chanson des enfants.
علاش غازينا على السوبر والكاميلا qu'est-ce que tu as maman et pourquoi on s'est engagé c'est pour la soupe et la gamelle c'est ça qu'il a fait. Et en fait quand tu dis que tu ne connais pas la musique c'est parce qu'il a coupé beaucoup, il a pris des extraits pour dans le montage Non, quand je dis que je ne la reconnais pas, au contraire, je ne savais pas qu'il disait tout ça. D'accord, oui, voilà. C'est dans la sublimation de... D'accord. Oui, je pense que c'est un moment assez fort, quoi. Le poète, quand il touche tout, quoi, et puis il reconstruit avec des choses qui évidemment tirent de l'inconscient, mais il n'y a que lui qui dessine l'organisation de tout ça, quoi. Ça va, c'est impressionnant. J'avais oublié sinon, oui. Ah, C'est grâce à André qui les a ramenés. Donc voilà le livre dont j'ai parlé hier, La Septième Porte, une histoire du cinéma au Maroc de 1907 à 1986, donc, qui a été publié en 2020 au Maroc. En 2020, je l'ai déjà dit. Oui. Qu'il a commencé à écrire. En fait, il a fait une ébauche en 66, et ensuite en 82, 84 et 86, il a réécrit ce livre, mais il n'a malheureusement pas pu le publier, il est resté dans les tiroirs. Et finalement, enfin, il est sorti il y a 2 ans. Et il sera bientôt dans la librairie Combien, je ne sais plus laquelle. Oui, on va demander à la librairie Page d'Or d'en commander quelques-uns. Voilà. Je pense qu'on en parlera sur les réseaux pour vous avertir. Et il y a aussi un roman de l'hôpital. Oui, Non, distribué. Distribué. Oui, à la place du rêve. Et il y a aussi l'hôpital, qui a été réédité en 2012, qui est un roman. Voilà, qui lui par contre se trouve normalement. Oui. Parce que l'autre est sorti au Maroc. Et là, bon, il faut qu'on le publie bientôt, parce qu'en fait, c'est un livre qui est sorti, là c'est une copie, Les Persiennes, ce sont des poèmes. Il faut absolument qu'on le réédite, parce que ça d'ailleurs c'était sorti en assez peu d'exemplaires. Enfin, les exemplaires qu'il y avait ont assez vite disparu. Pauvre papa. Sans arrêt disparaissaient les choses. On va devoir quitter la salle parce qu'il y a une séance juste après, mais on peut après discuter un peu dans l'eau si vous voulez. Peut-être juste André, je te laisse annoncer aussi la dernière date, le dernier événement autour de Bonne. Oui, pour ceux qui seraient intéressés, demain, nous faisons une dernière journée hommage sur Ahmed. On va la faire dans la scène du Chaudron, scène des étudiants. Donc c'est un petit peu dans l'envers de Safran, là-bas, par là-haut. Et nous faisons un atelier de composition musicale sur un texte d'Ahmed Bonani. Donc ça c'est pour les gens qui se sont inscrits à cet atelier, mais nous allons faire la restitution à partir de 20h. Donc je vous convie, si vous êtes intéressés, à venir à 20h demain au Chaudron. Et à 20h30, nous projetterons donc le dernier film de cette semaine Ahmed Bonani, qui sera Les 4 sources, le plus expérimental et poétique que je trouve des films d'Ahmed. Voilà. C'est d'ailleurs, en couverture, c'est une photo de ma mère pour le test de costume. Elle joue la fée dans le film. Et voilà, vous avez une première image du film avant de le voir demain. Merci beaucoup Touda, merci André pour ces belles soirées, merci pour votre présence et votre écoute, merci au Ciné Saint-Leu pour cette belle soirée en copie 35. À demain alors.